parents et amis avec Gilles Parent. Bonjour et bienvenue sur Parents et Amis pour les gens qui nous écoutent sur les applications Google Podcasts, Balado de Apple, également Spotify ou encore YouTube. On est sur le vocable Parents et Amis et la plupart des gens le font également sur le site gillesparent.com où on retrouve l'ensemble des podcasts depuis près de 1 an et demi. On a un gros sujet et je pense que c'est un sujet qui va intéresser beaucoup de monde aujourd'hui, soit parce que vous magasinez, soit parce que l'effet environnemental vous intéresse. Il y a beaucoup de raisons qui font qu'on pourrait s'intéresser à ça. C'est le monde de l'auto qui est en profonde mutation. Je pense pas que je vous apprends ça depuis des années. Puis il y a comme une accélération récemment. Alors, pour jeter un regard sur les nombreuses transformations du secteur de l'auto, j'ai pensé inviter l'expert journaliste automobile Éric Lefrançois. Il est collaborateur à la presse et à l'annuel de l'automobile. Bonjour, Éric. Oui, bonjour, Gilles. On a un gros sujet. Ah, c'est énorme. C'est énorme, mais c'est un sujet qui est polarisant aussi. Et je voyais autour de moi, je faisais partie, pas des sceptiques, mais je me disais, bon, la voiture électrique, même quand c'était hybride, je voyais un petit peu de mais là, j'ai comme l'impression, je sais pas si c'est parce que mes yeux sont ouverts dans les derniers mois, dernières années, qu'il y a vraiment une accélération du nombre de voitures électriques et hybrides qu'on voit autour de nous. On bascule de plus en plus vers l'électrique. Mais il faut rappeler, par contre, qu'il y a un peu plus de 100 ans, vous et moi, on n'était pas de ce monde. On n'était pas un projet? Le véhicule électrique existait déjà. Ah donc, bon? c'est un peu la revanche du véhicule électrique, parce que le véhicule électrique s'est fait battre, si on peut dire, au fil d'arrivée par le véhicule à essence qui offrait une meilleure autonomie à l'époque. Et certains diront que les pétrolières ont donné un coq en jambe aux producteurs de véhicules électriques, mais néanmoins, cette innovation-là ne date pas d'hier. C'est pas quelque chose qu'on a découvert dans les dernières années en disant, voilà l'Eldorado du marché de l'automobile. C'était une technologie qui existait autrefois. Il y avait ses limites, bien entendu, et ces limites-là, on est en train justement de les faire plier en offrant des véhicules qui offrent une meilleure autonomie, la fiabilité était déjà là à l'époque, mais surtout une meilleure autonomie, puis avec des bornes de recharge. Éric, est-ce qu'il y avait une vision réelle des grands de l'automobile aussi? Au contraire, c'est plutôt les exigences environnementales et gouvernementales un peu partout qui ont forcé les grands à être plus ingénieux puis à travailler plus fort l'électrique et le hybride. Écoutez, si vous écoutez la version des constructeurs automobiles actuels, souvent ils vont vous dire, écoutez, on a des laboratoires de recherche, on fait des recherches et on le sait, même dans les années 70, par exemple, au Canada, on faisait la promotion justement du véhicule qui était alimenté par des bonbonnes de propane. Oui. Il y avait des subventions à cette époque-là. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose. Oui, ça me dit de quoi, mais en même temps, j'ai peur. non, mais ça a existé. Il faut quand même regarder ça dans ce contexte-là. Et forcément, l'industrie automobile regardait effectivement d'autres technologies. L'hydrogène était une chose, l'électrique était également. Et ça, là, on peut remonter dans les années 80, les années 70. C'était d'autres sources d'énergie qui avaient été envisagées ou qu'on regardait. Est-ce qu'on donnait vraiment les sommes en recherche et développement nécessaires justement à faire des avancées de ce côté-là? Ça, permettez-moi d'en douter. Mais néanmoins, la solution facile, c'était de fabriquer des voitures qui, depuis 100 ans, je veux dire, un moteur thermique, que ce soit essence ou diesel, c'est relativement simple, en ce sens qu'on fait évoluer la technologie, mais on connaît l'ABC, si on peut dire, de ce type de propulseur-là. Dans le fond, est-ce que s'il y avait parlons du hybride et de l'électrique, là, si on décortiquait ça, parce que moi, je connais pas assez ça pour dire les similitudes, mais il me semble qu'il y a quand même des éléments qui sont comparables. Là. Je sais qu'il y a 100% électrique. Même là, je voudrais, Éric, que tu t'arrêtes avec nous pour essayer de comprendre, parce que je me rends compte que je suis pas le seul néophyte là-dedans. Il y a des amis qui ont dit, l'électrique, c'est branchable, pas branchable, 220. Finalement, tout le monde est mêlé avec l'électrique autour de moi. Puis après ça, hybride, c'est pas pareil. Il y a des sortes d'hybrides. Est-ce que c'est vrai qu'il y a tant de déclinaisons de ces deux techniques-là? En fait, il y a deux déclinaisons possibles au niveau de l'hybride. L'hybride, à la base, c'est de prendre un moteur thermique et de l'associer à un moteur électrique. Donc, les premiers qui ont innové de ce côté-là, ça a été Honda et Toyota à la fin des années 90 avec la Honda Insight et la Toyota Prius. Et ça permet justement de
soulager, dans certains cas, pas la puissance, mais à tout le moins le rendement de moteur thermique, donc un moteur à essence, ou s'il avait été connecté avec un moteur diesel, ça aurait été la même chose. Ça a été le cas aussi dans certains cas. Mais on ne va pas mélanger personne. Donc, il y a toujours un moteur thermique, donc un moteur à essence ou diesel, annexé avec une pile, un moteur électrique. Dans le cas d'un hybride rechargeable, c'est que ça vous permet justement de pouvoir brancher cette pile-là. Cette pile-là a une dimension beaucoup plus grande et qui vous permet de circuler en mode entièrement électrique sur une distance X. Et je dis X parce que ça dépend toujours de la taille de la batterie. Okay. Dans le cas d'un véhicule hybride standard, celui qu'on ne branche pas ou qu'on ne peut pas brancher, bien à ce moment-là, l'autonomie électrique en soi est quand même assez réduite. Là. On parle de, selon les cas, là, de 2 à 3 km, là, tout au plus. Et cette batterie-là se recharge généralement strictement à l'aide justement du système de freinage qui régénère l'énergie. Bon. Comment on fait pour expliquer pourquoi l'électrique est en train de prendre une place importante? Parce qu'au départ, il y avait plein de freins. Dans notre tête, il y avait le prix, l'autonomie qui n'était pas assez grande, le froid qui fait que c'est moins efficace, mais ça semble être des montagnes qui sont plus insurmontables. Mais il ne faut pas oublier non plus, si on reporte, par exemple, à la fin des années 90, lorsque je parlais de la Honda Insight et de la Toyota Prius, le moteur électrique était à ce moment-là un moteur d'appoint. Il s'est développé en étant un moteur qui pouvait être non pas primaire, mais disons qui avait un rôle secondaire beaucoup plus important. Il ne faisait pas strictement de la figuration, si on peut dire, avec le moteur thermique. Donc, la technologie hybride en soi est une forme de transition vers le tout électrique. Il y a une question d'acceptation de la part du public, mais il y a aussi une question de développement de la part de l'industrie automobile. Okay. Et l'industrie automobile aussi misait beaucoup sur l'hybride en pensant que ça allait permettre justement de rencontrer toutes les normes des différents gouvernements à travers le monde qui sont de plus en plus sévères au niveau, par exemple, des rejets d'émissions toxiques de la part des véhicules. Donc, on s'est essayé, on peut dire. Maintenant, l'hybride est presque un incontournable pour les moteurs thermiques si on veut satisfaire à toutes les normes mondiales, mais on sait très bien qu'on va balancer inévitablement vers le tout électrique. C'est de toute évidence. Quand les grands de l'industrie, il y en a plusieurs qui l'ont dit maintenant, je ne saurais pas vous le dire, tu serais probablement plus efficace, Éric, là-dessus. Quand on dit, à partir de, mettons, 2025, 2030, 2040, on ne fera plus aucune voiture à essence, la première chose qui nous vient en tête, on dit, hey, Caroline, les grandes compagnies, les essenceries, les Exxon et les autres, ils doivent être mal pris. Puis quand on fouille un peu, on se rend compte qu'ils sont aussi ce sont des grands conglomérats qui investissent également dans la recherche pour les nouveaux développements. Est-ce que j'ai bien compris? Oui, absolument, absolument. Mais ça fait toujours un peu sourire lorsqu'on parle de la fin du moteur thermique. C'est sûr et certain que le rôle, l'avenir du moteur thermique, disons, c'est écrit beaucoup en pointillé un peu partout. Au Québec, que ce soit au Canada, on parle, plusieurs pays européens ont déjà déclaré la date ou l'année de la mort du moteur thermique. Donc, on parle de 2030, 2035, 2040, là, selon les pays. Est-ce que c'est réaliste, ça, Éric? Juste ça, là, c'est-tu réaliste? Ben, écoutez, c'est drôle que vous souligniez ça, Gilles, parce que je suis tombé sur un article il y a quelques semaines qui datait de 2005, où la Suède avait dit il n'y a plus de moteur thermique sur notre territoire à compter de 2020. Ouais. C'était 15 ans plus tard. C'est comme quand on a annoncé la mort de la télé, la mort de la radio avec les innovations vidéo. Exactement. Donc, on voit qu'en Suède, là, si jamais vous n'avez pas eu l'occasion de vous y rendre dernièrement, il y a toujours des moteurs thermiques en 2020 et il y en a encore aujourd'hui en 2021. Donc, est-ce que c'est réaliste de penser que 2030, écoutez, ça va dépendre d'une part de l'acceptation du public et on voit que de plus en plus les gens acceptent justement cette transition-là. Ça va dépendre aussi de l'industrie, comment l'industrie va être en mesure de se buter vers ça. Il ne faut pas oublier non plus que c'est très difficile pour l'industrie actuelle, parce que je sais qu'on va y revenir un peu plus tard sur les jeunes pousses, là, les nouveaux constructeurs qui sortent un peu de nulle part, puis qui n'ont pas d'historique ou d'antécédent, mais ils ont un véhicule électrique à vous proposer. Dans ce qu'on pourrait appeler les constructeurs traditionnalistes, c'est quand même toute une machine de guerre là, qu'il faut renverser. Là. Ah oui, vous avez l'habitude de fabriquer des moteurs, vous avez l'habitude de fabriquer des transmissions,
retrouve pas sur un véhicule électrique en passant. Et donc, vous avez vraiment des ouvriers, des spécialisés justement dans ces techniques-là, et qui demain matin, vous les envoyez carrément au chômage quelque part. Ou à tout le moins, vous devez leur donner une nouvelle formation, vous devez réajuster vos usines d'assemblage. Ça demande un autre... c'est vraiment tout un autre champ pour regarder. Avant d'aller plus loin, je voudrais juste qu'on règle une chose pour le commun des gens qui nous entendent. Quand on est allé en Europe, parce que là, c'est là que ça frappe le plus, on se rend compte qu'il y a beaucoup de diesel, de gazole, alors qu'ici, ça a été beaucoup moins populaire. Mais en termes environnementaux, est-ce que le gazole est encore plus mis à mal que l'essence, le jaune, le fameux jaune qu'on a dans nos tanks? C'est pire, hein? Le diesel, effectivement, mais le diesel était favorisé beaucoup en Europe parce qu'il y avait une fiscalité qui était plus avantageuse dans plusieurs pays. Et définitivement, le diesel, ça a été celui qui a été vraiment marqué au fer rouge. Et d'autant plus lorsqu'est arrivé le fameux scandale de Volkswagen, le Dieselgate qu'on appelle, où justement l'entreprise avait truqué ou falsifié à tout le moins certains logiciels pour permettre de, si on peut appeler ça comme ça, passer à travers les craques du tapis ou du plancher. Et pour justement contourner les règles environnementales de l'époque. Donc, on a vu qu'est-ce qui s'est produit avec ça. Et du jour au lendemain, je veux dire, le diesel s'est retrouvé vraiment là, sacrifié. Puis là, plus personne aujourd'hui parle du diesel, là, même en Europe. Lui est vraiment en voie d'extinction, on comprend. Là. Non, définitivement. Puis on le voit, là, je veux dire, ne fait qu'en France, il y a 2 semaines à peine ou une semaine, ils ont décrété là, maintenant que si vous aviez un diesel qui était, je crois que c'est de l'année modèle 2010 et moins, donc si vous avez un véhicule diesel 2005, ne peut plus circuler à Paris. Est-ce à dire que tout ce qui se fait, Éric, comme recherche, comme travail, comme intérêt, donc le genre d'offre et de demande qui devient plus grand, va faire également que tous les transports publics, tous les gros camions, on parlait des F-150, c'est comme une image parce que c'est un des plus gros vendeurs en Amérique du Nord, sinon le plus gros, mais en même temps aussi, c'est le plus gros. En même temps, les 16 roues, les 26 roues, là, on est en train de parler des avions. Fait que finalement, est-ce que c'est l'intérêt du grand public, la pousse des gouvernements, tout ça qui fait qu'on va encore plus loin dans la recherche, donc on est capable d'être plus efficace, plus d'autonomie, de meilleures piles, tout ça est donc vrai. Exactement. Ça veut dire qu'on met plus de temps et d'énergie. OK, on s'en va vers ça. Oui, on s'en va vers ça. De toute façon, parce que je sais que j'ai pas complètement répondu à votre question, à une de vos questions un peu plus tôt, en disant est-ce que ça a été motivé par l'industrie. Ça n'a pas été vraiment motivé par l'industrie, ça a été motivé davantage par les groupes environnementalistes, les gens qui ont une conscience écologique, et aussi les gouvernements qui ont embarqué et qui ont légiféré en cette matière-là. Là, maintenant, on est vraiment entré dans cette transition-là, et je ne vois pas comment on va reculer de ça. Déjà, les constructeurs automobiles, il y en a qui ont déjà claironné qu'ils n'allaient plus produire de véhicules thermiques. Bon, ça reste à voir. Parfois, ça peut être un jeu pour essayer de lever de lever la cote de l'entreprise en bourse et puis de susciter des investissements. Mais il en demeure pas moins que le sort du moteur thermique, le moteur à combustion, il est scellé. Il est scellé. Je ne connais pas personnellement aucun constructeur aujourd'hui qui est à développer un nouveau moteur thermique. Ce que nous connaissons aujourd'hui, là, ça va être ça. Donc, Éric, la date de terminaison, s'il y en a une, on s'en fout. Ce qu'on voit, c'est la progression, puis le chemin, la trail, comme on dit, vers quoi on s'en va, ça, c'est inévitable. Ça, c'est majeur. Ça, c'est inévitable, oui. Est-ce que l'offre et la demande, je reviens sur ce point-là que j'ai évoqué tantôt, va faire qu'un jour, on n'aura pas besoin d'autant de subventions pour inciter les gens à acheter une voiture soit hybride ou électrique? Inévitablement, les subventions, pour l'instant, sont toujours valides en ce qui nous concerne. On va parler du Québec et du Canada. Est-ce qu'ils vont s'éteindre un jour? Définitivement, ils vont s'éteindre un jour. Ça, c'est clair. Là, en ce moment, c'est un incitatif pour justement amorcer ou faire tourner la roue. Donc, c'est un incitatif pour les consommateurs. Et c'est un bel incitatif aussi. Mais définitivement, ça ne va pas durer. On voit déjà ailleurs, là, dans d'autres pays, qu'ils ont commencé à retirer certains privilèges ou à tout le moins certains avantages fiscaux pour les véhicules électriques. Donc, pour nous, c'est pas le cas, mais je pense notamment, par exemple, à l'Australie, qui
Puis eux ont vu qu'ils ont un manque à gagner. Les voitures électriques se vendent davantage, mais ils n'ont plus les recettes fiscales qu'ils obtenaient justement de la vente de l'essence. Et puis pour eux, écoutez, l'entretien des infrastructures routières, là, puis garantir l'équité entre les usagers de la route, là, il faut que ça soit supporté, pas non seulement par les véhicules thermiques, mais aussi par les véhicules électriques. Donc, c'est un peu la démarche là, que ces gens-là font. Je veux qu'on parle un petit peu de la voiture électrique comme telle, parce qu'on dit il y a moins d'entretien, c'est pas le même entretien, c'est pas la même conception. Alors, comment est-ce qu'encore là, c'est parce qu'on n'est pas rendu assez loin, on n'a pas assez, ou on n'a pas assez adapté l'industrie là-dedans, puis tout ce qui s'appelle la motorisation, les robots qui font les moteurs, mais est-ce que c'est vraiment, ou à la base, c'est plus cher produire une voiture électrique? Oui, c'est plus cher. Okay. C'est plus cher et même, je veux dire, si on regarde certaines études, là, c'est pour ça que je disais un peu plus tôt, c'est un sujet qui est très polarisant, parce qu'il y a des gens qui vont vous dire non, 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 puis il y en a d'autres qui vont vous dire oui, avec d'autres études, et ainsi de suite. À la base, je pense qu'à peu près, tout le monde peut s'entendre pour dire que pour produire un véhicule électrique à l'heure actuelle, et je dis bien à l'heure actuelle, ça peut être plus polluant que de faire un véhicule à moteur thermique. Mais si on regarde de la naissance jusqu'à la mort du véhicule, mais là, à ce moment-là, l'avantage revient au véhicule électrique. OK, donc sur l'utilisation, dans le fond, ce qui fait le plus de dommages. L'utilisation, la durée de vie aussi, le recyclage. Mais encore là, il faut que toutes les pièces du domino là, soient alignées l'une contre l'autre là, pour en arriver là. Dans les variables dont on parlait, quand on parlait de véhicules électriques, on disait, le prix, ça pouvait être un frein, l'autonomie qui n'était pas assez grande, les hivers, le froid, tout ça. Est-ce que c'est en train de s'estomper, ces valeurs-là? Mais je pense qu'on est pour reprendre un terme du hockey, je pense qu'on a traversé la ligne bleue là, en termes d'autonomie. Okay. Vous avez, je pense que 300 km, là, une fois qu'on a franchi le 300, puis là, on parle de plus en plus de 380, 400 et ainsi de suite. Je pense que l'anxiété liée à l'autonomie a comme un peu disparu. OK. Non, mais je le croirais. Ça, c'est une chose. Oui, ça, c'est un élément. Et il y a aussi l'autre élément, c'est de voir autour de soi un réseau de bornes de recharge qui se développe à vitesse grand V. Et pour ceux qui ont, pour ajouter à ça, vous pouvez avoir aussi une borne à la maison. Donc, par conséquent, lorsque vous arrivez à la maison, en règle générale, votre premier réflexe, c'est quoi? C'est que vous allez brancher votre téléphone portable. Vous allez brancher également votre véhicule. Quand on regarde l'utilisation, et Éric, l'utilisation comme telle, là, est-ce que c'est beaucoup moins cher de rouler une voiture électrique sur une année? Ah oui, absolument. 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 En termes de coût, absolument. C'est ça, je me demandais, les gens font le calcul, vont dire, moi, je mets une borne chez nous, ça me coûte tant pour l'installer, probablement qu'il y a une subvention, je ne sais pas. Il y a une subvention, effectivement, qui est également là. Non, définitivement, c'est beaucoup moins cher. Beaucoup moins cher. Mais la seule chose que je disais un peu plus tôt lorsque je faisais référence à l'Australie, c'est qu'il ne faut pas s'attendre à ce que ça soit toujours moins cher. Non. Est-ce qu'on voit dans l'avenir prévisible, Éric, toujours la dualité hybride et électrique ou éventuellement on peut penser que l'hybride va lever les pattes? Moi, je pense que l'hybride va lever les pattes. Je sais qu'un constructeur comme Toyota voudrait bien me contredire sur ce sujet-là parce qu'eux, visiblement, ils misent beaucoup actuellement sur l'hybride. Et on peut comprendre un peu pourquoi, parce que la disponibilité des voitures électriques demeure quand même assez rarissime. C'est pas une voiture que vous achetez le mercredi puis que vous allez montrer à votre beau-frère le vendredi soir. Il faut se prendre d'avance un peu pour avoir un véhicule hybride rechargeable ou encore avoir un véhicule entièrement électrique. Parfois, il faut passer commande et puis la voiture vous est livrée quelquefois quelques semaines, quelques mois plus tard. Donc, c'est déjà là, ça entraîne beaucoup de changements là, de ce côté-là. Donc, il faut faire un bon choix au départ et vous allez voir le véhicule par la suite. Là. Dis-moi, Éric, je pose la question vraiment à l'expert maniaque d'auto que tu dois être, chauffeur, conducteur, puis pilote, tout ce que tu veux. Est-ce que s'il n'y a aucune contrainte de prix, d'environnement, rien, on est capable de dire si entre une voiture électrique, une voiture hybride, puis une voiture à gaz ou à essence, thermique, il y en a une qui, pour plein de raisons, pour le plaisir de conduire, pour la performance, tout ça, est meilleure que les autres? Oh, ça, c'est toute une question. Si je devais répondre personnellement, je vous dirais tout simplement qu'à l'heure actuelle, le plaisir d'une voiture thermique
pour moi, mais une voiture thermique dans un sens très large Oui. demeure encore plus palpitant qu'un véhicule électrique. OK. Parce que j'avais en tête, comme bien des gens qui doivent nous entendre, ouais, mais la Tesla est super performante, elle est Oui, belle, mais mais c'est pas. Moi, ma non, question. mais elle peut être belle, elle est jolie, elle est très performante, mais il faut faire attention lorsqu'on parle de performance. Oui. Là, vous me posez une question plus personnelle. Oui. Moi, je vous Oui. dirais, moi, ce qui m'importe, c'est le comportement dynamique d'un véhicule. La performance, les voitures électriques, c'est sûr et certain que vous avez des voitures qui ont une accélération, mais foudroyante. Mais quand je dis foudroyante, là, écoutez, moi, il y a une voiture que j'ai fait l'essai, j'étais passager, je ne regardais pas, et mon collègue a voulu me jouer un tour, puis il a accéléré de façon brutale. Et honnêtement, là, j'ai jamais ressenti une accélération aussi puissante que celle-là, même avec un véhicule à moteur thermique. Donc, en termes d'accélération, vous avez vraiment un sentiment de puissance incroyable avec un véhicule à moteur électrique. Mais par contre, en termes de sensation, là, on parle d'un véhicule qui est léger, ce qui n'est pas le cas des véhicules électriques à l'heure actuelle, qui doivent très souvent faire usage pour obtenir un comportement routier qui est vraiment impeccable. On parle d'une sportive, là, il faut avoir vraiment plusieurs artifices électroniques, justement, une suspension pneumatique ici et ça. Alors qu'une voiture thermique, on dirait qu'on pouvait éprouver le plaisir à des vitesses bien moindres et sans avoir tous ces artifices de conduite-là. Donc, il va être plus lourd Donc, en pratique. d'une... Ouais. Pardon? Il va être plus lourd en pratique, les voitures plus performantes électriques? Ah ben oui, vous avez une plus grosse batterie. Vous avez un plus gros moteur, vous avez une plus grosse batterie. OK. Il y a un coût à ça. OK, je savais pas ça du tout, moi, qu'il y a une voiture. L'impression qu'on a, que... c'est très drôle parce que, tu sais, comme ça fait pas de bruit, tu te dis, me semble que c'est léger, ça n'a rien à voir, là, dans le fond. Oui, mais vous n'avez pas la sensation parce que justement, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de changement de vitesse, il n'y a pas... Vous n'avez pas ce sentiment-là d'avoir, par exemple, de prendre en main un véhicule et de dire, je le conduis. Il y a encore un effet, personnellement, moi, je trouve qu'il y a encore un effet de je suis passager à bord du véhicule. OK. On ne sent pas les mêmes sensations. Puis on ne peut pas penser que ça ne sera pas amélioré parce que les améliorations doivent être assez rapides, là. Ah oui, mais on le voit avec l'électronique aujourd'hui. Vous pouvez paramétrer l'ensemble de votre véhicule, vous pouvez paramétrer le tableau de bord, vous pouvez paramétrer la légèreté ou la lourdeur de la direction. Vous pouvez avoir un impact sur l'oscillation de la pédale d'accélérateur. Vous pouvez faire un paquet de choses avec l'électronique. Mais puis vous pouvez même émettre un bruit d'une mécanique super puissante aussi, alors que c'est pas le cas, à l'aide des haut-parleurs et des choses comme ça. Donc, l'électronique a permis justement des gains incroyables et importants, puis je suis convaincu qu'on va en voir encore davantage au fil des prochaines années. Éric, quand on a vu le développement de l'informatique puis de l'Internet, par exemple, à un moment donné, ça a été le bordel, puis il y avait 15 façons de brancher pour avoir les appareils de connexion. Puis à un moment donné, on s'est entendu sur du USB. Tu dois voir venir. Est-ce qu'on va être capable d'éventuellement amener les constructeurs à se regrouper dans leur façon de faire, de trouver une méthode ou une ou deux très bonnes méthodes idéales pour recharger les autos? Je trouvais qu'il y avait encore un Far West dans cette façon de faire. Ben, il y a un peu de Far West, mais c'est pas si mal que ça. Okay. Mais c'est pas si mal que ça parce que je pense que c'est dans l'intérêt commun, puis compte tenu que vous avez actuellement, vous avez encore davantage de stations-service au pays que vous pouvez avoir des bombes de recharge. Donc, par conséquent, c'est inévitable que il ne faut pas non plus rendre la vie trop difficile. Donc, de ce côté-là, il y a quand même une certaine forme d'uniformité là, à l'heure actuelle. OK. Est-ce que l'avancée de l'électrique est... il y a encore de l'hybride, mais on sait que c'est l'électrique qui va prendre la pôle, là. Est-ce que ça va forcer les constructeurs à dire, écoutez, là, on a 40 000 chars différents, on va peut-être slacker un peu, là, parce que c'est trop. Est-ce qu'il y a des voitures qu'on risque de voir disparaître dans cette foulée? Ben, je pense qu'on va les voir disparaître inévitablement, qu'il y ait une transition vers l'électrique ou pas. Okay. Il va y avoir déjà du ménage. On voit déjà du ménage chez certains constructeurs. Puis celle-ci est davantage accélérée. Là, on le voit là, maintenant avec la pénurie de microprocesseurs là, qui retarde beaucoup l'assemblage de certains véhicules. Et on voit aussi où les priorités sont données par certains constructeurs
constructeurs automobiles. Donc, on peut en déduire par là que déjà, eux-mêmes ont déjà identifié ce qu'on pourrait appeler le bois mort, là, OK. qu'ils ont au sein de leur gamme. Et c'est sûr et certain que si demain matin, ils ont le choix de privilégier l'assemblage disons d'un Ford F-150 au détriment d'un Ford EcoSport, mais ils vont essayer de faire le F-150 avant de finir le EcoSport. Je voulais qu'on parle de Tesla. Jusqu'à quel point, soit dans le grand public, soit dans les médias, soit dans les deux, soit dans l'industrie, jusqu'à quel point Tesla a été une marque, un point de changement? Ben, Tesla, je pense que, honnêtement, les mauvaises langues diraient, puis non sans raison, Tesla, demain matin, pourrait dire tout simplement, je me retire du marché parce que ils ont, moi, je dirais mission accomplie. OK. Carrément. Je dis pas qu'ils vont se retirer, je pense pas que c'est leur intention non plus, mais ils ont réussi à faire bouger l'ensemble de l'industrie, non seulement sur la question de l'électrique, ils ont changé complètement les méthodes. On regarde au niveau des méthodes de distribution. Ils n'ont pas de concessionnaires, des choses comme ça. Ils ont des points de service. Il y a eu de l'achat par Internet. Ils ont révolutionné à plusieurs, et son président, Elon Musk, que certains l'aiment, certains ne l'aiment pas, mais il faut quand même reconnaître que cette personne-là a poussé le bouchon. Puis, il a secoué un peu l'univers un peu poussiéreux de l'industrie automobile, parce que, comme on disait au tout départ de notre entrevue, l'industrie automobile n'aurait pas forcément bougé beaucoup si il n'y avait pas eu des mouvements environnementalistes, s'il n'y avait pas eu une prise de conscience généralisée de la population à l'égard de l'environnement, si les politiques n'étaient pas non plus rangées de ce côté-là. Je ne pense pas que l'industrie automobile aurait bougé énormément. Mais Tesla a réussi à les secouer. Et au début... Oui, vas-y. Oui. Mais c'est souvent le cas qui arrive. Moi, je me souviens à l'époque, lorsqu'ils ont lancé la première Prius, les constructeurs allemands à l'époque riaient de cette technologie-là. Ils appelaient ça une gimmick de marketing. Et là, vous regardez aujourd'hui, tous les véhicules allemands ont à tout le moins dans leur gamme des véhicules hybrides. Mais il y a 20 ans, c'était perçu. Moi, j'ai entendu un haut responsable d'une compagnie allemande qui le dit publiquement là, dans le cadre d'un salon automobile en disant ça, c'est une gimmick de marketing. La question de mettre un moteur électrique et de mettre une batterie, là, pour lui, c'était complètement insensible. C'est juste pour faire du capital politique ou sur le plan environnemental. Donc, on voit les tendances ont changé, les mœurs ont changé, la vision a changé. Donc, là, on s'en va vers ça. Mais vois-tu, Éric, moi, je me rappelle d'avoir dit à la radio, à peu près en 2005, ça fait pas 1000 ans non plus, quand quelqu'un, un journaliste m'avait dit, selon les prévisions, les téléphones portables, prochainement, tout le monde va avoir le visuel là-dessus, on va pouvoir ouvrir nos portes de garage. J'étais parti à rire, j'avais dit, prends une gorgée, arrête, là, niaisage. Mais finalement, aujourd'hui, je me sentirais mal de challenger l'évolution technologique. Là, bientôt, on n'aura peut-être plus besoin de permis de conduire non plus parce que la voiture autonome s'en vient. Donc, on voit. Oui. C'est il reste juste la voiture volante, ou à peu près. Là, parce que ça existe aussi. Quand j'étais jeune, moi, j'ai 60 ans, on nous disait en l'an 2000, les voitures vont voler. Mais on n'est pas si loin que ça avec le drone et les autres. Mais juste, question de néophyte, toujours en parallèle, Éric, est-ce qu'on pourrait, ou est-ce qu'on le fait déjà, parce que tu peux me l'apprendre, utiliser l'énergie solaire pour certains éléments des voitures? Oui. Je me dis, c'est constamment sur la route, il y a du soleil, la plupart des... Il y a certains véhicules qui utilisent déjà ce genre de procédé-là. Disons que ça alimente certains éléments, certains accessoires. Peut-être les accessoires, c'est ça. Pas pour le moteur, mais... Non. Super performant, mais oui, absolument. Absolument. C'est sûr et certain qu'on va chercher à trouver tous les éléments possibles et imaginables pour essayer de réduire l'empreinte écologique des véhicules automobiles. Ça, c'est clair. On parlait de Big Brother. Savoir si les consommateurs vont suivre. Oui, c'est ça. On a souvent parlé, Éric, de Big Brother, les Américains qui sont partout, mais les Chinois aussi aiment ça, mettre leur nez à peu près partout, puis s'inviter un peu partout. Est-ce qu'ils nous préparent quelque chose? Est-ce qu'ils sont déjà dans l'électrique, dans les mutations? Oui. Parce que moi, je les connais moins. On connaît les Coréens ici à cause de Kia et Hyundai qui sont très présents, mais les Chinois, je les connais moins, là. Non, les Chinois sont extrêmement puissants. Ils ont beaucoup d'entreprises en partenariat avec des constructeurs traditionnalistes. Donc, il y a plusieurs marques qui sont représentées en Chine, mais qui sont assemblées là-bas. Et donc, ils apprennent très vite d'ailleurs. Et vous
regardez en termes de batterie, c'est probablement c'est vraiment le Silicon Valley des batteries sur le plan mondial à l'heure actuelle, la Chine. C'est le plus gros producteur de batteries. Ils le font des fois, c'est parce qu'on n'a pas toujours la marque chinoise, ils peuvent être en association, ce qui fait qu'on voit des marques soit américaines ou européennes, je comprends. Ah non, mais si on regarde, non, pour les batteries strictement, mais pour ce qui est des véhicules, il y a des véhicules à l'heure actuelle qui sont vendus ici, qui sont fabriqués en Chine. C'est sûr qu'on ne le claironne pas énormément, mais si vous regardez un véhicule électrique comme la Polestar 2, par exemple, ou la Polestar 1, c'est des véhicules qui sont fabriqués en Chine. Vous regardez la Buick Envision, c'est également un véhicule qui est produit en Chine. Donc, la Chine c'est une valeur montante parce que on va voir des produits purement chinois parce qu'ils ont énormément de marques automobiles en Chine. Okay. Est-ce qu'on va les voir débarquer chez nous? Bon, il y a eu des tentatives, il y a eu des approches qui ont été faites, mais jusqu'à maintenant, il n'y a rien de concret là, de ce côté-là, à tout le moins pour le Canada. On a parlé, Éric, tantôt de Tesla. Est-ce qu'il va y avoir, est-ce qu'il y en a peut-être déjà, de ce que je comprends que tu as dit depuis le début du podcast, peut-être qu'on est déjà là, mais des petites compagnies qui ne sont pas les grands, mais qui travaillent sur des concepts, des produits qui pourraient arriver. Parle-moi-en un petit peu, c'est-tu surtout nord-américain ou européen ou partout, je ne sais pas? Ben, on a un peu partout, mais si on regarde, par exemple, sur le territoire nord-américain, il y a des véhicules comme, par exemple, un qui fait beaucoup jaser, qui est une camionnette, mais ils font aussi un utilitaire, mais qui n'est pas vendu encore. Là. On s'entend, là. On parle d'une commercialisation à la fin de l'année, donc vers le mois de décembre, d'une compagnie qui s'appelle Rivian, qui va être qui a des associations, en tout cas, il y a des atomes crochus avec Amazon. Okay. Vous avez une autre marque qui s'appelle Bollinger, vous avez une marque qui s'appelle Lucid Air. Vous avez beaucoup de jeunes pousses. Là. Ça a donné des idées à tout le monde et c'est tout à fait plausible et compréhensible qu'ils le fassent parce que vous regardez par rapport à ce qu'on disait un peu plus tôt, les constructeurs traditionnalistes, eux, ne peuvent pas réinventer le modèle du jour au lendemain. Là. Leurs usines, leurs centres de distribution, leurs concessionnaires, leur méthode d'approvisionnement, alors que quelqu'un qui part d'une feuille blanche, ben, c'est beaucoup plus simple de dessiner les contours d'une nouvelle marque. Là. D'autant, donc, c'est intéressant, Éric, parce que, dans le fond, quand on regarde conjonction, ça va être mieux, je vais accepter ça, entre la technologie et les anciennes compagnies qui faisaient des voitures, on se rend compte que c'est pas complètement insensé que des Google, des Facebook, des Amazon soient de la partie... Apple. Et les Apple soient déjà là. On voit Apple, le branchement de notre système audio dans l'auto, mais on sait que ça va plus loin que ça. Puis d'autre part, c'est pas fou parce que tellement de technologie que tu dis, ben c'est pas 50-50, mais on est pas loin. Oui, mais on est rendu, écoutez, si vous prenez une voiture aujourd'hui, là, qu'elle soit électrique ou thermique, là, regardez la quantité d'ordinateurs qu'il peut y avoir à bord, de capteurs, pour vous éviter de déraper, pour vous éviter de changer de voie sans que, alors que vous êtes inattentif, que vous allez avoir des capteurs anti-collision parce que vous êtes encore une fois pas attentif et que vous êtes sur le point d'emboutir le véhicule devant. Une voiture qui va corriger votre angle d'approche dans les virages. Vous avez aussi des voitures qui sont avec une conduite qu'on appelle semi-autonome, donc qui permet, dans certaines conditions bien précises, de se conduire par elle-même, de rester dans sa voie, puis elle ne double pas, mais à tout le moins, elle reste dans sa voie, maintient une vitesse constante. Donc, l'électronique est partout. Là, c'est vraiment, les voitures d'aujourd'hui, c'est pratiquement des portables, des téléphones portables. Ah oui. Et on regarde à l'intérieur, c'est la même chose. Ouais. À l'intérieur, vous avez des écrans partout. On élimine de plus en plus les boutons, comme sur un portable. Et finalement, ce qui est un peu dommage, quand on parlait tout à l'heure d'agrément de conduite et des choses comme ça, ben, le pare-brise, c'est devenu un nouvel écran. C'est pas celui qu'on consulte le plus. On regarde davantage les autres écrans, savoir si vous avez reçu un message texte ou encore si vous pouvez syntoniser un podcast ou quoi que ce soit. L'impression que j'ai, Éric, l'impression que j'ai sur la voiture autonome, parce qu'on est rendu dans le futurisme un peu, même si on sait que ça peut se faire. Là. Je ne suis pas en train de dire que c'est pas prêt encore. Ça se fait déjà. Là. Ah oui, c'est ça. Se fait déjà, oui. Mais l'impression que j'ai, c'est que, puis là, je vais à l'extrême pour faire mon point, puis tu me diras si je vais trop loin.
J'ai l'impression que si toutes les voitures sur une route entre Québec et Chicago, toutes les voitures, sans exception, sont autonomes, il n'y aura pas de problème. Mais aussitôt qu'on met des êtres humains là-dedans, on est dans le trouble. Bon, il y avait une Je sais pas, j'ai l'impression non, mais il y avait une vieille donnée qui disait des accidents d'automobile n'existent pas. Ce ne sont que des accidents d'automobilistes. Mais je suis d'accord. C'est ça? Je peux-tu Ça donner... résume à oui. peu près à ce que vous êtes en train de me dire. Effectivement, oui, ça, je suis parfaitement d'accord. On pourrait réduire pratiquement dans quelqu'un qui est vraiment très calé dans l'informatique va vous dire, ben oui, on va réduire ça à zéro. Il n'y aura plus aucune fatalité, il n'y a aucun accident mortel. Il y a certains même des constructeurs automobiles, je pense notamment à Volvo, qui avaient dit que, je ne sais pas si c'est une date puis me tromper, là, mais en tout cas, dans les années à venir, si on n'est pas déjà passé, où ils ont dit, il n'y aura plus personne qui va périr dans une Volvo. C'est gros, là. Ben oui, c'est gros. Et donc, la conduite autonome, là, on va parler d'autonome, là, où est-ce que vous n'avez aucune interaction avec le véhicule, oui, va permettre ça. La conduite autonome va permettre également de dire, ben écoutez, moi, ça ne me tente pas de mettre mon réveil pour aller chercher mon fils ou ma fille à son party à 2 heures du matin, donc la voiture va y aller par elle-même. Les enfants ne vont pas rembarquer dedans, puis revenir sagement à la maison. Mais il y aura toujours il y aura toujours du monde qui, comme toi, probablement, va dire non, laisse-moi le plaisir d'avoir une voiture manuelle que je peux conduire pour avoir du fun. Là. Là, manuel, on ne partira pas le débat sur les voitures manuelles. Il n'y en a plus des voitures manuelles. Je le sais. Ça existe pratiquement Écoute, plus. ma blonde rit de moi parce que quand on loue une voiture en Europe, entre autres, c'est mon premier plaisir. Elle dit, ça te tente pas de regarder, mettons, le Colisée de Rome? Non, mais la voiture manuelle, j'aime ça. La voiture standard. Mais en tout cas, c'est un autre débat. Mais ce que je veux dire, il y aura toujours des gens pour qui l'agrément de conduite, ils veulent pas un chauffeur. Non, ça, c'est clair. Mais c'est clair. Mais à ce moment-là, je veux dire, l'automobile va réellement devenir un produit de consommation pur et dur. Absolument. Acheter un lave-linge ou acheter un micro-ondes ou acheter une voiture, ça va revenir au même. Là, après ça va être la question de l'esthétisme qui va rentrer en ligne de compte. Et c'est la même chose au niveau des voitures électriques. Là. Une voiture électrique, vous ne pouvez pas dire j'ai un 12 cylindres. Là. Vous avez un moteur électrique. Vous allez être obligé de dire, ben oui, mais il y a tant de watts, puis il y a tant de kilowatts de puissance, et ainsi de suite. Mais à la base, ça reste que c'est tous des moteurs électriques. C'est drôle parce que, oui, il va y avoir des changements. Bon, on le voit, là, on est dedans, là. C'est ça qui est intéressant. Ce qui est drôle aussi, c'est de voir, tantôt on parlait, Éric, on en parle depuis le début, là, dans le fond, de la technologie, l'aide à la conduite, tout ça qui existe déjà depuis longtemps. Il y a des choses que moi, je trouve vraiment valables, puis d'autres que je trouve complètement ridicules, que j'ai même enlevé sur ma voiture. Ma blonde a un Jeep Grand Cherokee avec plein d'équipements, mais tu sais, quand tu recules, ça sonne partout, ça me rend complètement fou. Par contre, je suis obligé de dire, comme citoyen, j'ai vécu une expérience en fait, je pense que j'aurais eu un accident majeur si je n'avais pas eu l'aide au freinage d'urgence, parce que je roulais sur la 20, rien de spécial, j'arrive à hauteur de Drummondville, puis il y a quelqu'un qui décide, dans la voie de gauche, à 110 km/h, de freiner puis tourner à gauche. Il n'y a pas de place pour ça. Alors, t'as pas le temps là, de réagir, comprends-tu? Mais le frein d'urgence a réagi. Sincèrement, là, on a eu peur tellement que la ceinture nous a serrés, mais sincèrement, ça nous a sauvé la vie. En tout cas, je dis ça, je suis pas en train de faire l'apologie de ça, là, mais moi, je sais, cette fois-là, il y avait une vanne à ma droite, j'aurais jamais eu le temps de réagir. Et ça a freiné, mon cher, là, je savais pas comment ça freinait, ça marqué warning. C'était effrayant, la vitesse à laquelle, puis ça nous a sauvés. Fait que, et moi, je pense que l'angle mort, le fameux angle mort avec le son, là, c'est majeur aussi. Il y a tellement de monde qui... Et ça, je trouve ça pratique. Mais tu sais, il y a bien des choses qui sont superflues. J'abonde dans le même sens sur certains aspects. Mon seul bémol, et là, je parle à mon nom personnel, c'est que mon seul bémol par rapport à ces technologies-là, c'est que ça endort la méfiance naturelle qu'on devrait avoir en tant qu'automobiliste, conducteur ou conductrice. Là, maintenant, vous regardez les gens ne se tournent plus le cou pour essayer de voir si dans l'angle mort. Okay. On se fie strictement à savoir si le voyant lumineux est là et pas allumé, ben on est correct. Oui, je comprends, c'est vrai. Il y a une paresse qui peut s'installer. Il y a une paresse qui s'installe. Il y a vraiment une paresse qui s'installe de ce côté-là. Et ça, je trouve ça malheureux. Au même titre qu'il s'est installé une paresse à un certain moment donné, encore là, je vais remonter un peu dans l'histoire. Dans les années 80, lorsqu'on est arrivé avec le fameux système ABS, l'anti-blocage. Oui. Bon,
ça a été publicisé, ça a été vanté par plusieurs personnes, surtout des représentants de concessions automobiles, en disant, avec ça, monsieur, madame, vous allez traîner sur un dissous. Ce qui n'est pas vrai. C'est pas le principe. Le principe, c'est de pouvoir conserver justement la direction du véhicule et pouvoir éviter l'obstacle. Et on n'apprend pas aux jeunes conducteurs ce genre de choses-là et ils ne voient pas non plus l'utilité. Vous embarquez dans un véhicule, puis le véhicule va vous dire, bon, ben, vous pouvez reculer. Moi, j'ai été estomaqué dans les derniers mois de voir à quel point il y a beaucoup d'automobilistes qui ne savent pas comment garer un véhicule en parallèle. Ah oui, Mais vous avez maintenant un assistant qui permet au véhicule de se garer par lui-même. C'est un peu long, mais ça s'améliore au fur et à mesure que l'algorithme et tout est développé. Mais la voiture le fait pour vous. Oui, c'est vrai. Elle le fait carrément pour vous. Donc, à ce moment-là, pourquoi j'irais perdre mon temps à aller apprendre à faire des parallèles le dimanche après-midi alors que la voiture le fait? Mais pourquoi je me tordrais le cou à voir l'angle mort alors que la voiture me le dit? Pourquoi je serais si attentif que ça alors que j'ai un freinage d'urgence? Voyez-vous? Éric, ça devient un peu mesquin. Là. Oui, mais gars, je vais te donner un parallèle. C'est pas de la voiture, mais tu vas dire c'est pareil. Ce que c'est en train de dire, c'est que moi, je te demande tes deux meilleurs chums, soit ta fille ou ton frère, probablement que leur numéro de téléphone cellulaire, tu le sais pas. Par contre, il est dans ton portable, tu payes sur le nom, puis bang. Je ne veux pas présumer, mais on a été un peu paresseux là aussi. Moi, je ne sais plus les numéros de téléphone de mes frères et sœurs. Je suis parfaitement d'accord. Sauf que de ne pas le savoir, il n'y a pas de risque que je me blesse ou que je meure. Non, mais il y a une paresse. J'ai quand même avec ma... Il y a une paresse, oui, il y a une paresse intellectuelle qui vient avec ça, mais ce que je veux dire, c'est que... Non, je comprends, il n'y a pas de danger inhérent. L'engagement en tant qu'automobiliste, il y a une responsabilité. Là. Je veux dire, c'est un privilège d'avoir un permis de conduire. Pour beaucoup de gens, malheureusement, aujourd'hui, c'est devenu comme une obligation. Mais moi, je pense que je suis, même du haut de mes... C'est comme un droit. Oui. Et tu sais, Éric, moi, c'est étonnant ce que je vais dire, là, mais je le pense sincèrement. Je suis devenu un meilleur conducteur, même si ça fait très longtemps. J'ai été forcé, c'est très drôle, parce qu'il y a eu une grève d'autobus quand j'avais 17 ans. Ma mère a dit, voilà, il faut t'apprendre à conduire. Puis là, je disais à mes fils, j'étais allé à 9 h du matin, à l'époque, là, je te parle en 1976-77, 9 h du matin, puis à 10 h 15 je suis sorti avec mon permis, je n'avais jamais fait de cours. 2, 3 questions, merci, bonsoir. Ça a changé, là, énormément. Mais, oui, énormément, oui. Donc, j'ai vécu ça comme ça à l'époque, c'était autre chose. Oui, mais sauf qu'il faut évoluer avec le temps. C'est la même chose aujourd'hui. Aujourd'hui, les jeunes, je crois, sont mieux préparés. Il y a des écoles, une obligation de suivre des cours. Malheureusement, aujourd'hui, on voit qu'il n'y a toujours pas de cours, si on peut dire, qui permettraient justement à des automobilistes comme vous, comme moi, comme d'autres, d'aller suivre un cours de rafraîchissement, si on peut dire. C'est ce qui m'a aidé, moi, Éric, c'est que j'ai décidé à 50 ans de prendre un cours de moto. J'ai surpris tous mes frères et sœurs. Personne ne savait. Okay. J'ai jamais... Mais sincèrement, j'avais le droit, tu sais, les droits acquis de moto. J'ai jamais de la vie que je vais reconduire une moto. Je sais que c'est dangereux une moto, je suis pas cave. J'en croise, je vois le désintérêt du grand public souvent pour les motocyclistes et autres. Je savais tout ça. Mais en prenant ce cours-là, j'ai eu des concepts qui m'ont été donnés. Exemple, regarder 2 fois les fameux angles morts dont tu parles et conduire pour l'autre, puis d'apprendre à freiner même si la lumière est verte, parce que tout le temps, quelqu'un qui passe à rouge. Puis là, mon moniteur m'avait dit, écoute, même si le gars fait une erreur lié au droit public, toi, t'es mort. Il n'y a pas de question qui est en tort, qui n'est pas en tort. Si lui passe à rouge, toi, tu passes à verte. Puis même si c'est toi qui avais la priorité en moto, t'es faite, là. Le bumper, c'est tes jambes. Fait que ça m'a amené à conduire autrement. Puis sincèrement, j'ai évité des accidents en moto, particulièrement en gardant une distance. Tu sais, t'as pas le choix. N'importe qui a un certain âge conduit la moto, mais ça développe l'anticipation. Oh! Puis moi, je pense que je conduis mieux en auto. On dort pas sur une moto. On s'entend, on dort pas, là. Puis on commence pas à regarder l'écran central parce qu'il n'y en a pas d'une part, mais s'il y en avait un, je ne sais pas comment en auto, là. Mais c'est le plaisir, là, finalement, on le retrouve là. Ouais, puis en même temps, je dis aux gens, je suis pas en train de faire l'apologie de la moto puis que c'est pas dangereux. Je sais que c'est dangereux, au contraire. C'est très dangereux. Mais c'est très dangereux, il n'y a aucun doute, les stats le disent. Mais puis en même temps, ça te ramène à la base qu'on n'aime pas tout le temps entendre, mais pas rouler trop vite, garder une bonne distance, faire 2 fois surveiller ce qui s'en vient. T'évites bien des choses, mais en même temps, il reste que c'est un risque élevé. Mais je voulais pas parler nécessairement de ça. D'ailleurs, c'est un tour d'horizon que je trouve fantastique. J'espère qu'il y en aura d'autres éventuellement. Éric, je voulais juste finir avec quelques questions en vrac.
Parce que Oui. c'est toujours intéressant de parler avec quelqu'un chroniqueur auto. Est-ce qu'il y a des modèles de véhicules qui, dans les dernières semaines, derniers mois, dernières années, t'emballent comme étant quelque chose de porteur ou qui t'ont vraiment intéressé? Personnellement, non. OK. Non, mais je sais que... Il y a pas... Hey, je te lis depuis longtemps, Eric. Je suis même pas surpris de ta réponse. Zéro surprise pour moi. Je sais que tu es intègre. Non, mais si on regarde dans les derniers mois, bon, avec la pandémie, ça a retardé le lancement de plusieurs véhicules. Il y a plusieurs véhicules qui sont apparus qui honnêtement, c'est des mises à jour. Ouais. Plus qu'on peut appeler ça des nouveaux véhicules. Donc, de là à dire qu'il y a quelque chose qui était vraiment étonnant, qui m'a renversé en disant, ah oui, mais ça, c'est fabuleux, c'est incroyable. Non. Pas personnellement. Est-ce qu'il y en a qui devraient disparaître? Tu dis que je comprends pas qu'on vende encore, mettons, tel modèle. Attention, parce qu'encore là, il faut avoir une vision plus large. Il y a peut-être des modèles, par exemple, qui au Québec ou au Canada devraient disparaître. Parce que ces véhicules-là ont soit plus leur place ou finalement ils ne correspondent pas justement à notre climat, ne correspondent pas à nos habitudes de consommation, de conduite, ou on peut prendre tous les termes possibles et inimaginables, mais qui peuvent très bien satisfaire d'autres pays. Donc, si on regarde, par exemple, au Canada, on a juste à regarder les chiffres de vente. Je pense que le consommateur n'est pas dupe aujourd'hui. Les gens... les voitures qui sont inintéressantes, mais à ce moment-là, ils restent, c'est vrai. Ils restent justement sur le... Sont moins vendus. La seule chose que je dirais que je trouve un peu déplorable, c'est de voir l'abandon de plus en plus des petites voitures à caractère économique. Donc, pour les premiers acheteurs ou les gens qui veulent strictement avoir un véhicule qui va les emmener du point A au point B avec un certain confort, une certaine fiabilité, ça, on ne retrouve plus vraiment de ces véhicules-là. Ça, c'est une déception. L'autre déception, c'est de voir que le nombre de gens qui achètent des VUS ou encore des camionnettes alors qu'ils n'en ont carrément pas besoin. Ça, je trouve ça déplorable aussi. Et que les gens ne pensent pas non plus à changer un peu leur mode de transport. D'aller chercher une pinte de lait au dépanneur avec sa voiture, c'est peut-être pas nécessairement la meilleure idée. On peut y aller à pied. Il existe des trottinettes électriques, il existe des vélos, il existe un paquet d'autres formes de transport. Je pense que les gens devraient peut-être s'interroger à trouver des nouvelles formes de transport. Non, mais je trouve ça intéressant parce que j'en vois de plus en plus. Je me disais, ils classent ça comment? Est-ce qu'il y a des chroniqueurs trottinettes électriques? Non, je fais des blagues. Oui. Mais, ah oui? Non, c'est vrai. Ben voyons. Je m'en suis procuré une, moi. Et j'adore. Tu t'en sers vraiment pour les petites commissions pas loin de chez vous, c'est ça? Ah oui, absolument. Absolument. J'ai 65 km d'autonomie. C'est bon? Je peux circuler jusqu'à 30 km/h. Et avec un sac à dos, je peux aller à l'épicerie, je peux aller à peu près partout. Puis sincèrement, quand il y a du trafic, là, tu peux te faufiler un peu, sans dire que tu passes à travers tout le monde. Non, je me faufile pas, par contre. C'est la question piège. Moi, je fais mes arrêts. Et non, je l'utilise de façon très, très respectueuse. Mais je sais que tu as un sourire en coin. Je dis pas que c'est faux ce que tu me dis, mais n'importe qui est allé, entre autres, en Europe, là, à un moment donné, je disais à ma blonde, qu'est-ce que c'est ça, les scooters sur les trottoirs, partout, qu'est-ce qui se passe? Là, je vois des policiers arriver en scooter, les policiers font pareil. Ça passe à travers les chars, tout est toléré, c'est super dangereux. Mais on est un peu plus, je pense qu'on est mieux civilisé. On est plus civilisé sur ce plan-là. Ouais. C'est sûr que si vous allez en Italie, vous pourriez être surpris, ou en France. C'est assez particulier aussi, les 2 roues, puis les 4 roues, puis en tout cas, ce qu'il peut y avoir là, sur la voie publique. Éric, dernière question. J'ai été, comme tout le monde, subjugué, pour ne pas dire renversé, d'apprendre qu'un vol transatlantique entre, je pense, c'est Toronto et Paris, on s'en fout, les villes, là, c'est quand même transatlantique, où il y avait 15% du fuel qui était de la graisse à patates frites, pour mettre ça gros un peu, donc de l'huile végétale. Est-ce que c'est juste un coup de marketing ou on pourrait voir la réutilisation des déchets végétaux? Ouais. On n'arrête pas le progrès. Hein? Ben oui. Parce que tout à l'heure, on parlait d'électrique et puis la fin du moteur thermique, mais un petit point, puis je vais terminer justement avec ça. Oui. On disait l'avenir du moteur thermique est terminé. Terminé, oui, peut-être, mais pour combien de temps? Ça reste à voir. Il y a des constructeurs automobiles à l'heure actuelle et aussi, je dois l'admettre, des pétrolières qui travaillent main dans la main à élaborer un carburant de synthèse. OK. Qui fonctionnerait, un carburant qui est carbone neutre et qui fonctionnerait avec les moteurs actuels qu'on a, là, les véhicules à essence ou diesel,
et ça serait vraiment carbone neutre. Et selon les premières recherches, il y a Porsche et Siemens, par exemple, qui travaillent sur ce genre de carburant-là. Il y a aussi la Formule 1 qui a commencé à introduire justement un carburant de synthèse. Et je crois que l'échéance pour eux, c'est 2025 ou 2026, où leurs véhicules ou les monoplaces de Formule 1 vont fonctionner à l'aide de carburant de synthèse. Ben, c'est peut-être une voie qu'on néglige à l'heure actuelle, qu'on ne regarde pas tellement parce qu'on ne veut plus en entendre parler, parce que vraiment, on est focalisé sur le véhicule électrique ou l'hydrogène. Parce qu'on n'a pas beaucoup parlé d'hydrogène, mais l'hydrogène pour les poids lourds, c'est quand même une option qui peut être envisagée. Le carburant synthèse a peut-être aussi une voie. Donc, finalement, peut-être que l'avenir, ça sera vraiment un choix, une panoplie de moteurs en fonction de votre situation géographique. Des endroits comme, par exemple, au Québec, où l'énergie est propre, ben, c'est sûr que l'électrique peut avoir un ascendant sur l'ensemble des autres propositions des constructeurs. Mais si vous allez dans d'autres pays où, par exemple, on produit encore de l'électricité au charbon, ben peut-être qu'à ce moment-là, le carburant synthèse pourrait peut-être être une solution. Dernier point, petit postillon de fin. Est-ce qu'on a dormi un peu au Québec compte tenu justement de cette force hydroélectrique, soit sur les batteries, soit sur le développement de l'autonomie, soit sur les véhicules électriques, ne serait-ce que les autobus scolaires, autobus de ville? Il me semble qu'on aurait pu prendre le leadership au lieu d'attendre. J'ai eu l'impression qu'on a dormi un peu. Est-ce que c'est ton sentiment? C'est intéressant comme question parce qu'il y a des gens, moi je me souviens en 91, 92, au Salon de l'Auto de Montréal, Hydro-Québec avait lancé en grande pompe le moteur roue, ce qu'on appelait le groupe traction couture, qui consistait à mettre des moteurs électriques dans les roues des véhicules. Okay. Il y a des prototypes qui ont été créés à cette époque-là, et on voyait déjà, là, quand on dit que l'électrique, c'est pas d'hier, Hydro-Québec travaillait déjà là, dans les... ils ont publiquement montré ce prototype-là en 91-92. Et ensuite de ça, c'est devenu TM4. Après ça, c'est devenu... Bon, finalement, on a perdu un peu le fil, mais on a perdu aussi les promoteurs de cette technologie-là de l'époque. Ce qu'on a dormi, c'est à l'heure actuelle, Hydro-Québec travaille sur le développement d'une batterie sèche, donc qui utiliserait notamment moins de lithium. Puis ça, c'est probablement la prochaine grande percée dans le domaine du véhicule électrique. Et Hydro-Québec travaille, par exemple, en collaboration avec Mercedes-Benz. OK. Donc, c'est le fun à savoir. Souterrain, de façon souterraine peut-être, mais il en demeure pas moins qu'on est quand même impliqué. Donc, faire une blague à la fin, tes roues électriques, ça a fini en Segway, c'est tout ce qu'on a réussi à faire. Ben, si on se reporte, un des premiers véhicules électriques qui a été conçu notamment par, je vais mal le prononcer, c'est Lénard et le docteur Porsche, donc le monsieur Porsche en question qui a fondé la compagnie éponyme, il y avait des moteurs roux. OK. Ah, ben quand même. Électriques. Donc, c'était encore une fois pas une technologie qui était entièrement nouvelle, mais quand même qui a été reprise et grâce à la technologie d'aujourd'hui, ça a permis de l'adapter, de la rendre moins lourde parce qu'à l'époque, là, c'était extrêmement lourd. Mais on l'a raffiné. On peut imaginer qu'aujourd'hui, on pourra encore le raffiner encore davantage. Donc, c'est peut-être pas perdu. Merci, Éric, de nous avoir parlé. C'est très gentil. Plaisir, Gilles. Au revoir. Éric Lefrançois est collaborateur à la presse et à l'annuel de l'automobile.